La serrure sur laquelle s'apprête à tirer le truand lors du casse dans le cercle rouge comporte les initiales JPM, celles de Jean-Pierre Melville, le réalisateur mythique de ce non moins mythique film sorti en 1970. Melville, c'est un personnage hors du commun, entré par effraction dans le milieu du cinéma. Il a exercé une influence considérable sur beaucoup de réalisateurs français, américains ou asiatiques. C'est un indépendant. Les initiales sur la serrure, c'est une manière de signer son œuvre. Le cercle rouge est un polar, un film d'Alain Delon, de Bourvil, mais avant tout un film de Jean-Pierre Melville qu'il a écrit et conçu seul. Pas du genre à se regarder filmer, il n'oublie jamais le public en route, il veut toujours le conquérir et le cercle rouge aura d'ailleurs un succès phénoménal. Tu es le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Classique, sûr, sans risque, si elle est bien faite. Et si elle est mal faite. Cette serrure, où figurent ses initiales, dans la bijouterie où le casse a lieu, contrôle tout, comme lui. Melville vient de réaliser 3 chefs-d'œuvre, Le Deuxième Souffle, un polar avec Lino Ventura, puis Le Samouraï, un autre polar qui fera d'Alain Delon une icône mondiale, et enfin L'Armée des Ombres, toujours avec Lino Ventura, sur la résistance française durant l'occupation allemande. Je ne courrai pas. Avec le cercle rouge, comme les 3 truands du film qui tentent un casse audacieux et spectaculaire, Melville voit très grand et veut réunir à l'écran Delon, Ventura et Belmondo, qui a tourné 3 fois avec lui. Une affiche qui aurait eu une sacrée gueule. Mais entre-temps, le clan des Siciliens d'Henri Verneuil s'est monté avec son trio de stars Gabin, Delon, Ventura, ainsi que Borsalino, qui réunit en tête d'affiche Belmondo et Delon. Aux yeux de Melville, cela fait réchauffer de réunir ces stars, même si ce n'était pas gagné d'avance, car il s'est fâché avec Belmondo et Ventura. Seul Delon sera au générique. Comme souvent chez Melville, le cercle rouge est une histoire d'hommes. Les femmes n'y ont pas leur place. La seule présente est vite laissée de côté quand Corée sort de prison. Pas besoin de mots, on comprend qu'elle a trahi. Elle n'a même pas de nom. Il voudrait la laisser en prison, mais le gardien lui redonne les photos et on la retrouve quand Corée rend une visite matinale à Rico, un truand censé être ce voir. Rico, interprété par André Ekian, qui n'est pas comédien mais musicien, c'est aux yeux de Melville l'exemple type du traître qui n'a pas le courage de t'affronter face à face. Tu sais, si je ne me suis pas manifesté pendant ces 4 ans. 5. Oui, pardon. Melville a fréquenté le milieu et il sait que le code d'honneur n'est pas toujours respecté. Un gangster comme Corée s'apparente à ceux d'avant-guerre, à une sorte d'idéal. Ce n'est pas le cas de Rico. Tu peux compter sur moi. Il est 7h30. Les banques ouvrent à 9h. Je vais te faire un chèque. Non, pas de chèque. Il y a chez Melville une économie de la parole et une prédominance de l'image. On est vraiment au cinéma, celui qu'il a appris en disséquant des centaines de films américains. Il aurait vu 126 fois le coup de l'escalier de Robert Wise qu'il projette sans cesse à ses amis et collaborateurs dans sa salle. Il faut que tu attendes 9h. Corée sait que son ex est là, dans la chambre du traître. Il n'est pas venu pour elle, mais pour emprunter du pognon à Rico qui lui ouvre son coffre-fort à contre-cœur et provoque une de ses actions soudaines. Melville impose une certaine lenteur, le cercle rouge fait 2h20, qui, par contraste, rend les actions soudaines encore plus saisissantes. Cette durée étirée nous laisse le temps de pénétrer dans le film, d'en apprécier le style visuel très précis, toujours au service du récit et des acteurs. Corée prend l'argent et laisse les clichés de son ex dans le coffre. Pas besoin de discours. Peu après, Corée va faire un billard. C'est la première fois que la musique s'invite au bout de 23 minutes. Elle est d'Éric de Marsan, qui a signé celle de L'Armée des Ombres, précédent film de Melville, qui lui a offert l'opportunité de sa première composition pour le cinéma. Fait rarissime, le réalisateur fait de nouveau appel à lui pour le cercle, en catastrophe, car il a rejeté la partition du grand Michel Legrand. On a noté dans cette scène l'apparition du fameux cercle rouge. Il nous offre ensuite beaucoup de billards et un plan magnifique de la table en plongée qui occupe tout l'écran. À ce cadre, un autre joueur s'invite, un homme de main de Rico, venu récupérer le fric. Il n'est pas venu seul.
Pan le type avec la queue, Corée a détourné le tir de l'arme à feu sur le deuxième homme de main, comme au billard, quand la bille vient taper une bande pour toucher une autre bille. Le cercle rouge, celui tracé à la craie par Bouddha cité au tout début du film, c'est l'histoire de trois hommes qui se rencontrent, font un casse et sont traqués par un flic. Histoire assez simple. Bernard Stora, le premier assistant qui vient de travailler sur le clan des Siciliens, est déçu quand il prend connaissance du scénario. Melville, impérial, lui dit « Mon Coco, on va dilater ». Melville appelle Coco les gens qu'il aime bien. Dilater, c'est prendre le temps d'installer une scène, la faire durer. Le style Melville, avec sa patte à lui, ses couleurs, sa mise en scène au cordeau, la gestuelle des personnages. On emploie d'ailleurs l'adjectif melvillien, comme on dit hitchcockien, reconnaissance réservée aux plus grands réalisateurs, aux maîtres. Le temps dilaté et melvillien, parcouru d'éclairs. L'inspecteur Mattei, c'est Bourvil, ou plutôt André Bourvil. C'est en effet la première et dernière fois que le prénom de l'acteur figure au générique d'un film. Au départ, le rôle est prévu pour Lino Ventura, qui a tourné 2 fois avec Melville, et la deuxième, lors de l'Armée des Ombres, cela s'est très mal passé entre les deux hommes qui ne s'adressaient plus la parole et se parlaient par personne interposée durant le tournage. Et vous êtes le chef ? Encore un pari audacieux de Melville, car passer de Ventura à Bourvil n'a rien d'évident. Qu'est-ce qu'il y a, Bourvil? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et pourtant, ça va marcher. Bourvil lui-même n'y croit pas quand Melville lui propose le rôle. Ce jour-là de décembre 1969, dans sa salle de cinéma privée, Melville lui projette 200 froid, chef-d'œuvre de Richard Brooks sorti l'année précédente, et lui donne comme modèle le policier interprété par John Forsythe, ce qui laisse l'acteur perplexe. Mais il est beau, pas moi. Et puis il est très bien habillé, dit-il au réalisateur qui lui répond avec sa voix posée et profonde. Vous serez beau, vous aussi, et très élégant. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents. Oui, il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Melville fait confectionner à Bourvil des costumes 3 pièces sombres et ajustés, des chemises blanches à col italien souple, lui fait porter des chaussures anglaises à boucles, un trench coat et, accessoire indispensable, un chapeau. Cette nouvelle garde-robe enchante tellement l'acteur qu'il demande s'il pourra la racheter après le tournage. C'est peut-être aussi une manière de se projeter dans l'avenir, cet avenir qui ne lui appartient plus. Âgé de 52 ans, il se sait condamné. Bourvil souffre d'un cancer. Les médecins lui donnent très peu de temps à vivre. Cette terrible maladie qui le ronge, l'acteur l'a tenue secrète jusqu'ici. Pourtant, il ne veut pas dissimuler la vérité à Melville, ce ne serait pas honnête. Alors, il révèle son mal au cinéaste. Mais la mort n'inquiète pas Melville. Cardiaque, déjà victime d'infarctus, il est persuadé qu'il mourra à 55 ans, comme son arrière-grand-père, son grand-père et son père. Et puis, la mort. Il l'a longtemps côtoyé, au quotidien, dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale, puis dans la Résistance, à laquelle il a appartenu, et qui lui a donné son nom, Melville, emprunté à l'auteur de Moby Dick, le grand écrivain américain Herman Melville. Le réalisateur rassure l'acteur. Il lui parle de John Wayne. Alors, vous avez un cancer très avancé. John Wayne lutte depuis des années contre le cancer. Cela ne l'a pas empêché de tourner une dizaine de films. Bourvil sera donc l'inspecteur Mattei. Pour parfaire la transformation, Melville lui colle une perruque. Ce n'est plus le même. Il lui demande aussi de modifier sa diction. Chez Melville, on a un langage châtié et on prononce bien. Dites au capitaine de venir ici, je vais tout lui expliquer. Déclenchez le plan Rex pour toute la région. Et prenez des chiens. L'inspecteur Mattei est un solitaire, comme la plupart des héros melvilliens, un solitaire entouré de chats. En fait, ceux de Melville. Bonjour, Griffolet. Hommes qui ont le même âge, 52 ans, naît un profond respect. Durant le tournage, Bourvil, très malade, souffre sans se plaindre, se bourre de morphine, s'accroche et ne rechigne devant aucun effort. Sa métamorphose est également due à la maladie qui se lit sur ses traits et qu'il dissimulait jusqu'ici en public, à cette souffrance qui le torture au point de ne pas pouvoir parfois rester couché. Le choix de Bourvil était un pari audacieux et c'est un pari gagné. Quand on le voit dans le rôle de l'inspecteur Mattei, opiniâtre, lucide, le visage impassible, dur, pas une seule seconde, on ne pense aux performances comiques de l'acteur. Au début du film, il convoie Vogel, un prisonnier, Vogel, qui vient de s'échapper, avec encore une action soudaine après une longue attente, c'est Gian Maria Volonté révélé dans Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. À l'origine, ce rôle est prévu pour Belmondo, avec lequel Melville s'est violemment fâché sur le tournage de L'Aîné des Fers chauds. Melville ne fuit jamais le conflit. Après tout, il a été résistant. Il aime la confrontation et les fâcheries, car il apprécie plus que tout les réconciliations. Après Belmondo, il aurait envisagé un temps Johnny Hallyday, grand admirateur du réalisateur. Jean-Pierre Melville est un de
un des rares grands cinéastes que nous avons en France. Pour des raisons de coproduction, ce sera l'acteur italien Gian Maria Volonté qui n'accepte pas les directives techniques très précises et non négociables du réalisateur. Le clash est inévitable. L'acteur quitte le plateau et disparaît durant 2 jours. C'est Delon qui le ramène. Entre Delon et Melville, en revanche, c'est l'entente parfaite. Dans Le Samouraï, tourné 3 ans plus tôt, Melville l'a iconisé. Melville considère Delon comme la dernière star et un peu comme ce fils qu'il n'a jamais eu. De son côté, Delon dit de lui « Je voue une grande admiration à Jean-Pierre Melville, pas seulement à son cinéma, mais à l'homme ». Le thème principal de Melville, c'est la solitude des personnages masculins. Qui mieux que Delon pour incarner cette solitude? Avec le réalisateur, Delon s'est trouvé un père de substitution et dans ce film, Melville lui donne un ami. Avant, il lui donne même sa voiture, une Plymouth Fury 3, ce qui me permet de saluer au passage mon ami Marc, qui en possédait une, et mon ami Claude aux États-Unis, ainsi que tous ceux qui nous regardent de là-bas. C'est dans le coffre de cette voiture que s'introduit et se dissimule Vogel, le futur complice et ami de Corée, pendant que ce dernier se restaure et l'aperçoit en un coup d'œil fugitif. C'est à nouveau une scène de rencontre très originale. Sortir, il n'y a personne. Corée a laissé son ex-compagne dans un coffre et c'est dans un coffre qu'il a trouvé celui qui deviendra un ami. Il lui sauvera la vie. Un ami, selon Melville, tu l'appelles à minuit en lui disant « J'ai besoin de toi ». Et il vient sans hésiter après avoir demandé « J'ai besoin de prendre mon flingue ». Tu n'as pas eu peur. De quoi? Corée sait qu'il peut avoir confiance en Vogel. Les 2 hommes vont faire équipe pour le casse, mais pour réussir ce coup, il leur faut un tireur d'élite, Janssen, interprété par Yves Montand, qui nous apparaît dans une scène extrêmement forte. Comme Bourvil, Montand vient du music hall, école d'exigence. C'est un grand professionnel, très discipliné, tout pour plaire à Melville. Dans le film, il est Janssen, ancien tireur d'élite de la police, en proie à l'alcoolisme, seul personnage dont on connaît une partie du passé, plutôt rare chez Melville. Au moment où Corée le contacte, il est en proie à une terrible crise avec ses visions des habitants du placard, comme il les nomme. À son habitude, l'acteur répète beaucoup et quand il a une idée, il demande à l'épouse de Melville « À ton avis, Flo, ça va plaire à Jean-Pierre ?» Au moment du tournage, il laisse tomber ses idées et fait ce que Melville lui demande. Il est parfait dans le rôle. Janssen, devenu une loque, n'arrive plus à se regarder dans la glace. Mais quand il rencontre Corée, ce n'est déjà plus le même homme. Ou plutôt si, c'est le même homme, celui qu'il était avant. Comme le dit si bien Santi, le propriétaire de la boîte, joué par l'excellent François Perrier, que Mattei veut transformer en indique et qui aura un rôle crucial. Rien ne peut modifier la nature profonde d'un homme. Par ici, s'il vous plaît. Voilà. Scène fait penser à celle où Jean Gabin procède lui aussi au même type de repérage dans Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil qui a précédé Le Cercle Rouge. Il existait d'ailleurs une petite rivalité entre les 2 réalisateurs et Verneuil, dans son film suivant, mettra en image un long casse sans musique et presque sans parole lui aussi. Dans Le Clan, il n'y aura pas de cambriolage en raison du système de sécurité trop sophistiqué. Celui de Mauboussin l'est tout autant. Mais Melville, lui, va faire dévaliser la bijouterie aux 3 hommes. La clé dans le mur commande non seulement toutes les vitrines, mais aussi les cellules photoélectriques qui interdisent l'accès dans la salle d'exposition. Le seul accès est une porte au blindage impressionnant. Cela n'arrête pas Melville, qui s'est demandé comment procéder. Quand il a eu l'idée de ce casse, tel un malfrat, il a inspecté les immeubles d'une rue adjacente de la place Vendôme et trouvé comment accéder au toit de la bijouterie. Son idée est donc plausible. Les 3 hommes vont agir de nuit, après la fermeture de Mauboussin. Dans la scène suivante, on remarquera l'utilisation de la musique ponctuant l'extinction des feux. Une touche de légèreté. Avec un bel effet de montage pour revenir à Janssen. Un Janssen qui, cette fois, ne baisse pas le regard devant son reflet dans le miroir. Il est déjà sur le chemin de la reconquête de lui-même. Il est prêt. Et nous aussi, nous sommes prêts pour le moment tant attendu qui arrive au bout d'1h30. Le climax du film, le morceau de bravoure, un casse de 26 minutes à l'écran, presque sans musique, avec seulement 3 mots prononcés et durant lequel Melville nous tient en haleine où l'on retient notre souffle. Corée prononce seulement 2 mots. En le trajet avec Vogel, très alambiqué, jusqu'au toit. Durant le tournage, Melville est assis sur ce toit. Dans son fauteuil de metteur en scène, il contemple
Tel un démiurge, la place Vendôme, Melville aime la nuit. Mais le tournage n'est pas son moment de prédilection. Celui du Cercle dure 66 jours au lieu de 50, en grande partie, selon Melville, en raison du relâchement coupable des techniciens qui ne parviennent pas toujours à satisfaire son perfectionnisme. Comme Hitchcock, il a son film monté dans la tête et le tournage ne devrait être qu'une formalité. Melville préfère l'écriture en solitaire, puis le montage la nuit. Un montage qui se fait avec des gants blancs exactement comme ceux que Coré et Vogel enfilent pour s'introduire dans la bijouterie. La magnifique photographie du film est due à Henri Decaux, qui a souvent travaillé avec Melville. Dans le hall, Janssen prononce le troisième et dernier mot de toute la séquence. Plouvier. Janssen se prépare pour le tir dans la serrure qui doit débloquer tout le système d'alarme. Dans une de ces actions éclairs dont Melville a le secret, il décide de se passer du trépied stabilisateur. C'est à l'image de Melville. Sur le tournage, ses techniciens préparent et répètent chaque mise en place d'une scène d'après ses indications extrêmement précises, puis, quand ils sont sûrs d'eux à 1000%, ils vont chercher le maître. Mais cela ne l'empêche pas, au dernier moment, de procéder à des changements et de réussir son coup. Que produit l'arrêt des alarmes ressemble étrangement à celui produit par la porte de service de la banque dans le film que Melville a vu plus de 100 fois, Le coup de l'escalier. Mais une autre alarme, rouge, va être déclenchée par le gardien. Les trois hommes ont réussi leur coup. Il reste à fourguer les bijoux, mais le receleur, sur ordre de Rico, se défile. Santi, le proprio de la boîte, leur en propose un autre. À la surprise de Coré, Janssen refuse de toucher sa part quand viendra le moment du partage. Je ne vous lâcherai pas, ni l'un ni l'autre. Pas avant que vous ne soyez en sécurité. En homme d'honneur, il ira jusqu'au bout avec Coré et Vogel. C'est le respect de la parole donnée, celle d'un homme, cet homme que Janssen est redevenu. Il estime avoir déjà été payé d'une autre manière. Il en a eu la confirmation après avoir atteint la serrure lors du casse sans avoir recours au trépied stabilisateur. Il a bu une seule goutte. Il a vaincu son démon intérieur et retrouvé sa dignité d'homme. Mais alors pourquoi tu fais ça avec nous? D'ailleurs, sans toi, on n'y serait jamais arrivé. Sans toi, je n'aurais jamais pris ma revanche sur les habitants du placard. Mais les habitants du placard n'ont pas tous été vaincus. Il en subsiste un dont Janssen ne soupçonne pas la présence dans l'ombre, comme nous le montre le montage magistral de Melville. L'inspecteur Mattei, ancien camarade de promo de Janssen, a réussi, par un moyen dégueulasse, à transformer Santi en indique et va se faire passer pour le receleur. Coré l'attend dans la boîte, où Mattei, transformé en fourgue, s'invite dans le cadre comme l'homme de main à la table de billard au début du film. Avec ses bijoux clinquants au poignet, Mattei est devenu un receleur. Melville l'affuble d'un autre accessoire, et pas n'importe lequel, un attribut qui lui est personnel, c'est Ray-Ban. Au fond, Mattei, comme Melville, tire les ficelles. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Je pense. La fin approche, la tension est grande, le suspense prenant. Janssen conduit Coré à la propriété du faux receleur, truffé de policiers. Les deux hommes vont-ils se sortir de ce piège? Quant à Vogel, Coré lui a dit de ne pas prendre de risque, de l'attendre à la planque. Au moment de partir, Coré a eu cette attitude melvillienne déjà vue dans Le Samouraï et L'Armée des Ombres, un moment d'hésitation avant de sortir et un regard, peut-être le dernier, sur le lieu qu'il s'apprête à quitter. Le héros part vers son destin. Voit à l'altercation du début avec les hommes de main de Rico. Coré va-t-il, cette fois encore, remporter la partie? Coré, prends le sac et fous le camp. Vogel a eu des doutes et s'est invité au rendez-vous. Comme lors de son évasion, il a brisé du pied une vitre, cette fois non de l'intérieur pour s'enfuir de Mattei, mais de l'extérieur pour neutraliser le flic et donc sortir Coré de ce piège, par amitié, en homme d'honneur. Les fidèles de la chaîne le savent, je ne révélerai pas la fin. Le Cercle Rouge, qui sort le jour des 53 ans de Melville, sera un triomphe avec plus de 4 300 000 spectateurs dans les salles françaises et une reconnaissance internationale. Hélas, le 23 septembre 1970, un mois avant la sortie du film, Bourvil meurt.
il ne saura jamais rien de ce triomphe. Quand sur sa table de montage, Melville peaufinait son film, il lui était douloureux de revoir son acteur disparu, mais aussi son chat, Fiorello, mort en même temps que Bourvil. Bonjour Fiorello. Bonjour. Le triomphe public et critique du film comble néanmoins Melville, mais son œuvre suivante, Un flic, lui laissera un goût amer. Il s'est fâché avec Delon, sans se réconcilier, et le film est un cuisant échec critique que le public ne sauve pas. Melville peine à rebondir et s'use la santé sur un nouveau scénario qu'il veut absolument parfait pour lui permettre de renouer avec le succès. Il s'est fâché avec Delon, mais il a un nouvel ami qui l'enchante, Philippe Labro, un jeune écrivain, parolier, journaliste et réalisateur, passionné de cinéma et d'Amérique comme lui. Les deux hommes sont au restaurant, Labro le fait rire et, sans prévenir, Melville meurt sous ses yeux, dans ses bras, d'une mort aussi soudaine que les actions dans le cercle rouge. En apprenant la mort du réalisateur, Delon s'effondre en larmes, prostré, inconsolable. Melville, c'était l'homme qu'il aimait le plus, et il l'a perdu sans s'être réconcilié avec lui. Leur réconciliation aura lieu post-mortem. Nous sommes le 2 août 1973, Jean-Pierre Melville avait 55 ans, comme son arrière-grand-père, son grand-père et son père au moment de leur mort. Ils étaient dans le cercle rouge.